Donc là, on a une fonction f qui est définie sur -1, 1, la valeur dans R. Donc, il y a xy associe une expression qui, au départ, n'est pas très méchante, là, mais après, il y a un petit log. Bon, tout ça, c'est pas très méchant non plus. Bon, en tous les cas, la première chose à dire, c'est déjà notre domaine. Ben ça, c'est pas du tout un ouvert. Au contraire, qu'est-ce que c'est? Ben, vous voyez bien, hein, c'est le produit cartésien de deux segments. Et donc ça, c'est plutôt un fermé. Mais qui est en même temps borné. On est dans le carré de côté 2, la longueur c'est 2, etc. Je vous ferai des petits dessins après. Mais c'est ça qui est important ici, c'est qu'on est dans un fermé borné. Notre fonction, à part ça, notre fonction, elle est très sympathique hein, sur ce domaine-là. Ça, c'est polynomial, donc c'est de classe C infini. Et puis là, on peut détailler, hein, ça c'est bien de détailler, surtout dans un écrit. Donc là, vous avez ça, vous pouvez dire que ça c'est C infini parce que c'est polynomial. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? La fonction qui a xy associe 1 plus y4. Ben aussi, elle est polynomiale, donc elle est aussi C infini. Donc c'est une fonction qui est polynomiale en x et en y, même s'il n'y a pas de x. Hein. C'est quand même une fonction de deux variables. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette fonction-là? On la compose avec la fonction logarithme. La fonction logarithme, vous savez qu'elle est classe C infini sur 0 plus l'infini. Et 1 plus y4, évidemment, c'est strictement positif, c'est même plus grand que 1. Donc vous composez ces deux fonctions-là qui sont de classe C infini, donc vous allez en déduire que la fonction qui a xy associe log de 1 plus y4 est encore C infini. Bon, ici, C1, ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de parler de fonction C infini. D'ailleurs, ce n'est même pas au programme, hein, les fonctions C infini de variables. Je dois mettre C2 partout. Ouais, si je veux rester dans le programme, voilà, on va mettre C2. Oui, parce qu'on ne va pas calculer des dérivées partielles infinies non plus. Voilà, donc on met C2 et donc tout est C2. Voilà, donc on a une fonction qui est classe C2 sur le domaine -1, 1 au carré, domaine D. Donc, première chose à dire, avant même de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fonction-là? Vous avez une fonction C2 donc, qui est continue sur un fermé borné. Qu'est-ce qu'on dit quand on a une fonction continue sur un fermé borné? Non? Oui. Ça, ce n'est pas dans le cours sur les fonctions à deux variables. Enfin, ce n'est pas dans le cours sur le calcul différentiel. Parce que ça ne fait pas appel au calcul différentiel. Ça fait appel juste à la continuité d'une fonction sur un espace vectoriel normé, qui, en l'occurrence, nous, est R2. Et donc, une fonction continue sur un fermé borné est bornée et atteint ses bornes. C'est comme une fonction continue sur un segment. Hein, c'est le fameux théorème qui prolonge ce que vous connaissez bien. Hein, toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Ben, toute fonction continue sur un fermé borné est bornée et atteint ses bornes. Donc, je sais déjà que ma fonction aura un min et un max global. Donc, f est borné et atteint ses bornes. Donc, il existe, enfin, le min et max globaux, existent. Ça, j'en suis sûr. J'aurai un min et un max. Mais ce qui n'empêche pas que vous pouvez aussi avoir des min et des max locaux. Hein, n'importe quelle courbe, vous pouvez avoir des choses comme ça. Bon, bien, donc tout ça, c'était du baratin, mais il faut surtout, hein, faut vraiment détailler dans un écrit, hein, parce que ça serait dommage de perdre des points sur quelque chose de ce type-là. Détaillez bien les fonctions polynomiales, on compose par la fonction log, etc.
Bien. Donc, en tous les cas, ça, on le sait. On aura un min et un max global. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a des points critiques, est-ce qu'on a des mines locaux, etc., à l'intérieur de notre domaine. Donc, vous avez D qui vaut le carré, et vous avez ce qu'on pourrait appeler l'intérieur, hein, des ronds, là, qui vaut moins 1 au carré. Et donc, ça, c'est un ouvert. Donc, on va regarder peut-être que les mines et les max, ils sont à l'intérieur, etc. Et donc, pour ça, on recherche les points critiques. Donc, les points critiques, on calcule les dérivés partiels et c'est parti. Donc, d rond f sur d rond x. Donc là, ce n'est pas compliqué, ça vous donne du 4x3 y3. Le log, il ne dépend pas de x, donc sa dérivée par rapport à x, ça vaut 0. D rond f sur d rond y. Donc là, si je ne me suis pas trompé, on trouve 3y2x4 plus 4y3 sur 1 plus y4. Donc là, vous avez une dérivée partielle par rapport à y qui est un petit peu plus compliquée, mais ce n'est pas très gênant. Vous voyez très facilement, vous pouvez factoriser par y2. Et vous avez donc 3x4 plus 4y2 sur 1 plus y4. Voilà. Alors, les points critiques, c'est les points qui annulent simultanément les deux dérivées partielles, hein, qui annulent le gradient. Hop, je fais ça. Je vais détailler un peu comme ça. Hop, donc, point critique, donc c'est mon gradient qui est nul. Hein. Mon gradient en xy vaut 0, si et seulement si. Donc, il faut que ça soit nul et que ça soit nul. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme condition? Donc, x3, y3, il vaut 0, si x vaut 0 ou y il vaut 0. Et, donc ça, c'est ma dérivée partielle par rapport à x. Hein, comme ça. Et sinon, il faut aussi que ça soit nul. Donc, il faut que y soit égal à 0 ou que le 3x4, etc. Là, bon, si vous regardez bien, vous sommez des termes positifs. Là. Donc là, à quelles conditions est-ce que ça s'annule? Et il faut que les deux soient nuls, hein, parce que c'est positif. Bon, alors qu'est-ce que ça vous donne comme point critique? Alors, si je prends x égale à 0, alors si je remplace x par 0 dans cette expression-là, j'obtiens du y carré, etc. Et donc, pour que ça soit nul, il faut aussi que y soit nul. Donc, si x égale à 0, il faut aussi que y soit égal à 0. Mais si je prends que y égale à 0, je m'aperçois que y égale à 0, il annule mes deux dérivées partielles. Donc, en fait, je m'aperçois que j'ai qu'une condition pour que j'ai un point critique, c'est que y soit égal à 0. Et x, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, j'ai une infinité de points critiques. Tous les points de cette forme-là, où x0 est quelconque entre moins 1 et 1, sont des points critiques. Alors, moins 1 et 1, ouvert, hein, parce que je ne me place pas sur la frontière de mon domaine, je reste dans l'ouvert. Donc, j'ai une infinité de points critiques. Alors maintenant, la question, c'est de savoir quelle est la nature de ces points critiques. Est-ce qu'on a des extrémas en ces points-là? Donc, les dérivés partiels, j'en ai plus besoin. Donc, je vais déjà regarder ce que vaut ma fonction en ce point-là. Donc, f de x0, 0. Je regarde ce que ça vaut. C'est toujours une bonne indication. Ça vaut 0. Puisque comme y vaut 0, ça vaut 0. Bon, maintenant, pour savoir la nature, il faut regarder ce qui se passe autour de ce point-là. Alors, si on regarde, si on fixe x0 et qu'on fait varier que l'ordonnée, donc ce point-là, il est où? Si je dessine mon carré, c'est toujours bien de dessiner mon carré quand même. Donc là, vous avez 1, vous avez moins 1, etc. Bon, je vais le dessiner plusieurs fois, ce carré. Hein. Et donc, mes points critiques, ils sont où? Ils sont là. Ils sont sur cet axe-là. Donc là, j'ai mon point x0, 0.
Et je sais qu'en ce point-là, la fonction est nulle. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'en ce point-là, on a un minimum, un extrême, un maximum, ou à la rigueur, rien du tout. Alors, ce que je vois bien, c'est que si je me balade le long de cet axe, c'est-à-dire je fais varier x ici, ben ça vaudra de toute façon toujours 0. Donc ma fonction, elle est toujours nulle ici. C'est comme si vous baladez ici, vous êtes à l'altitude 0. Là, vous êtes à l'altitude 0, donc il ne se passe rien. C'est plat. Maintenant, si je regarde ce qui se place le long de cet axe-là. Donc, le long de cet axe-là, c'est-à-dire, je calcule, je vais me mettre en vert, je regarde ce que vaut f de x0. Et là, je fais varier mon ordonnée. Donc, l'ordonnée, j'aime bien l'appeler k. Dans ces cas-là, je fais 0 plus k, si vous voulez. Donc, si je calcule ça, qu'est-ce que je trouve? Ben, je trouve x0 puissance 4 fois k cube plus log de 1 plus k puissance 4. Alors, je regarde toujours ce qui se passe quand k est au voisinage de 0. Je me rapproche de ce point-là. Donc, si je prends k petit, en gros, vous savez que ça, c'est équivalent à du k4. Log de 1 plus x est équivalent à x au voisinage de 0. Et le k4, c'est négligeable devant k3. Mais, donc, ça sera négligeable devant ça si x0 est différent de 0. Donc, si je prends x0 différent de 0, je peux dire que f de x0k est équivalent à x0 puissance 4 fois k cube. D'accord? En gros, je néglige le log. Je le néglige parce que je me dis, il est de degré 4. Donc, négligeable devant du degré 3. Et qu'est-ce que je peux dire de mon degré 3? Eh ben, mon degré 3, il change de signe au voisinage de 0. Donc, il n'est pas de signe constant. Donc ça change de signe. Donc, ça veut dire que si vous êtes ici, si le point x0k est ici, ma fonction f va être positive. Mais quand vous êtes ici, ma fonction f va être négative. Donc là, vous êtes sur le ligne bleue, vous êtes au niveau de la mer. Là, vous montez un peu. Et quand vous allez de l'autre côté, vous descendez, vous rentrez dans l'eau. Et votre altitude devient négative. Donc, ça prouve que le point x00 n'est pas un extrémum. C'est ni un min, ni un max. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est pas très difficile, mais ce n'est pas des choses quand même que vous utilisez souvent. Donc, en x0, en x00, avec x0 différent de 0, ce n'est pas un extrémum. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 0, 0? Alors, en 0, 0, je ne peux pas faire le raisonnement que j'ai fait là, parce que mon x0 ici vaut 0. C'est-à-dire que mon terme K3, là, il ne sera plus là, parce que x0 vaut 0. Alors, si je regarde... qu'est-ce que je peux faire? Donc, en 0, 0, qu'est-ce qui va se passer? En x0, si je vais faire ce que je vous avais fait tout à l'heure, là. Si je fais f de hk, donc là, je regarde vraiment ce qui se passe autour de mon point 0, 0. Donc, si je fais h de hk, je vais avoir du h puissance 3, du k puissance, non, c'était pas du h puissance 4, du k puissance 3, plus log de 1 plus k4. Donc, ça me donne du h4 k3 plus k4 plus un petit taux de k4. Là, j'utilise les DL. Et là, vous apercevez qu'on peut factoriser ça par H4. Non, on ne peut rien factoriser du tout, pardon, c'est pas le même. Non, par K3, je peux factoriser par K3. Ça ne sert à rien, ça. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais dire là? Je ne sais plus.
J'avais cru que le signe était à peu près évident, mais je crois que j'ai fait une petite erreur de calcul. En 0,0, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi l'équivalent de ça en 0,0? C'est compliqué ça. Parce que mon cas, alors j'ai toujours mon cas 3 là. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, en fait, ouais, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de K4 et H3. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est le degré 7, hein, si vous additionnez hein, les degrés là. Là, vous avez du degré 4, là, vous avez du degré 7. Donc, alors quand je mets un petit taux de K4, c'est peut-être ça qui n'est pas terrible, mais ce qu'il faudrait mettre, c'est des petits taux de quelque chose de plus grand. Bon, je vais regarder ce qui se passe si je factorise par K3, là, mais ça ne me plaît pas trop. Donc là, ça fait du H4 plus 1, non plus K. Voilà. Ouais, ça pèse pas lourd. Bon, alors oui, on peut quand même y arriver. Donc l'idée, c'est de dire que si vous êtes... Bon, celui-là, il est un petit peu plus compliqué. L'idée, c'est... Le problème ici, c'est qu'on fait des DL, mais il y a deux variables. Hein. Il y a à la fois H et K. Mais, encore une fois, on regarde au voisinage. Hein. Donc on peut être vraiment très très près de 0,0. Il faut regarder ce qui se passe localement en 0,0. Donc si je suis localement en 0,0, mon H4, j'ai envie de dire qu'il va être un peu négligeable devant K. C'est-à-dire que si je me place sur quelque chose qui est de cette forme-là, alors comment dire ça si je suis sur un intervalle, donc si vous prenez H4, négligeable devant K, donc si je le prends plus petit, enfin, qui varie entre moins valeur absolue de K et valeur absolue de K. Je peux très bien choisir H tel que H4 soit là-dedans. Et donc, s'il est là-dedans, il va pas contrarier mon petit K qui est là. Donc, ça veut dire que H, c'est du 1 sur K puissance 1 quart, hein, enfin peu importe. Et donc, dans un petit ouvert, alors le petit ouvert, il risque d'être comme ça. Hein, ça va être un petit rectangle comme ça, en gros, autour de 0, 0. Dans ce petit ouvert-là, ça va être du signe de K. Parce que mon H4, il ne va pas perturber le K. Il va peser moins lourd. Je ne suis même pas sûr que je vais peut-être le prendre encore plus petit que ça. Donc, comme ça, c'est du signe de K. Mon F de HK, il va être du signe de K puissance 4. Donc, vraiment autour de mon point 0, 0. Et donc, comme on est du signe de K puissance 4, on est positif. Donc, vous aurez F de HK qui sera supérieur à F de 0, 0. Et donc là, 0, 0, ça sera un minimum local. Mais simplement local. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous vous promenez, mais vraiment tout autour de 0, 0, vous n'aurez pas de valeur de F qui sera plus petite que 0. Bien, donc là, il y a un petit cas particulier au point 0, 0 de mon domaine. Voilà, donc ça, c'est l'étude des points critiques. Donc ici, c'est un peu particulier parce que votre point critique, il y en a une infinité, mais on les a quand même étudiés. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur la frontière. C'est là-dessus que je voulais intervenir pour cet exercice-là. Vous aurez la même chose dans l'exercice 4, pardon. Peut-être. Donc maintenant, on regarde ce qui se passe sur la frontière. Donc je vais refaire mon dessin. Alors, c'est ça qui est intéressant dans ce genre d'exercice. Là. Bon, on a dit qu'ici, on avait un petit minimum local. Mais si vous regardez bien, ce minimum, il n'est pas du tout global, hein, puisque ici, la fonction en ce point-là, elle vaut 0.
Et on a vu d'autres points, un point ici où la fonction était négative, etc. Donc ce point-là, ce n'est certainement pas un minimum global. Et c'est le seul point critique où on avait un minimum, où on avait même un extrémum. C'est-à-dire tous les points critiques qui se baladaient sur ici l'axe des abscisses n'étaient pas des extrémums. Sauf que, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de l'exercice, ma fonction, elle est continue et bornée sur un espace fermé et borné, donc je sais qu'il y a un minimum et un maximum, un minimum global et un maximum global. Donc, comme on vient de démontrer que ce minimum et ce maximum n'étaient pas à l'intérieur, ils sont forcément à la surface, à la frontière. Voilà. Donc, ils doivent être là. Donc ici, on va regarder ce qui se passe. Donc, première chose, on va par exemple se placer, on ne va pas tout étudier, de toute façon il y a de la symétrie, on va regarder ce qui se passe sur cette partie-là de la frontière. Donc cette partie de la frontière, vous avez x qui vaut 1, et puis y qui varie entre moins 1 et 1. Donc vous allez étudier la fonction f de 1y. Je suis sur une partie de mon domaine où j'ai x égale 1. Donc, je remplace x par 1. Donc, je calcule f de 1y. Donc là, ça vous fait une fonction d'une seule variable. Et il n'y a plus qu'à étudier cette fonction-là. Pour y, qui varie entre moins 1 et 1. Il n'y a même pas besoin de le faire sur R tout entier. On s'en fiche pas mal. Vous avez juste à étudier cette fonction-là sur y compris entre moins 1 et 1. Alors, je vous passe les détails, mais c'est une fonction d'une seule variable. Alors, elle n'est pas si simple que ça à étudier, parce que si vous calculez la dérivée, je vais l'appeler G, cette fonction-là, pour vous montrer qu'elle ne dépend que d'une seule variable. Donc, quand vous calculez la dérivée, donc la dérivée, c'est quelque chose que vous avez déjà eu quand vous avez fait la dérivée partielle. C'est ça. Alors, cette fonction-là, elle n'est pas super sympathique. En plus, je me suis planté. Ah non, si, parce que j'ai factorisé. Donc ça vaut... donc vous mettez tout plus sur 1 plus y4. Donc là, ça fait 3y2 plus 3y6, plus etc. Donc on s'aperçoit qu'on a y2 qui est en facteur. Il est en facteur de 3 plus y plus 3 y4 plus 4y2. Non, plus 4y. Voilà. Bon, alors je vous épargne un peu les détails, mais cette fonction-là, il faut trouver le signe de G'. Donc y2 c'est positif, 1 plus y4 c'est positif. Maintenant, il faut trouver le signe de ça. Donc le signe de ça, ça ne m'a pas paru évident en tous les cas. Donc cette fonction-là, vous l'appelez h de y, vous la dérivez encore et vous en étudiez son signe. Et en regardant ça, on s'aperçoit que cette dérivée est toujours positive. Je vous laisse les détails de faire l'étude de cette fonction-là entre parenthèses. Du coup, si je dessine ma fonction G, elle est donc croissante entre moins 1 et 1. En 1, elle vaut 1 plus log de 2. En moins 1, elle vaut moins 1 plus log de 2. En 0, elle vaut 0. Voilà. Et bien, ça veut dire que votre fonction G, elle est toujours comprise entre ces deux valeurs-là. C'est-à-dire que j'ai f de 1y qui est toujours compris entre 1 plus log de 2 et moins 1 plus log de 2. Alors, si vous regardez bien, et ça vaut f de 1. Et ça vaut f de moins 1. Non, l'inverse. Voilà. Maintenant, si vous regardez bien votre fonction de départ, donc je vais peut-être pas tout effacer là, mais je vous rappelle que x, il est compris entre moins 1 et 1, que y, il est compris entre moins 1 et 1. Et donc, par des encadrements très simples, vous allez en déduire que x4, y3 sera compris entre moins 1 et 1. Ce n'est pas difficile à voir. En fait, votre x4, il est compris entre 0 et 1. Votre y cube, il reste compris entre moins 1 et 1. Vous multipliez par x4 qui est positif, etc. Donc, vous en déduisez ça. Et puis, 1 plus y4, il va être compris entre 0 et 2. Donc, il est très facile de voir que f de xy,
sera toujours compris entre 1 plus log de 2 et moins 1 plus log de 2. Bon, et ben, il se trouve que ces deux valeurs-là, qui sont donc des valeurs qui me permettent de borner f, sont en fait atteintes par f de 1 et f de 1 moins 1, les deux valeurs qu'on a trouvées ici. Donc voilà, on en déduit que le max de f, eh ben, c'est 1 plus log de 2 et qu'il est atteint en ce point-là. Alors, il n'est pas atteint qu'en ce point-là, il est atteint en d'autres points aussi. Peut-être celui-là, là. Non, 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 celui-là, c'est pas bon. Y, si c'est x égale moins 1 et y égale 1. Il doit être aussi atteint en ce point-là. Voilà, il va être atteint en ce point-là. Donc le max, il est atteint en ce point-là, il est atteint en ce point-là. Le min, il est atteint en ce point-là et il est atteint en ce point-là. Donc tout ça, ça confirme bien qu'on avait un min et un max et on sait qu'ils sont atteints en ce point-là. Voilà. Donc ça, je peux l'effacer. Donc voilà. Donc conclusion, f atteint un minimum alors je vais un peu vite là parce que je n'ai pas tout fait, hein, mais on va faire ça rapidement. Donc j'ai dit ici en 1 moins 1, f atteint un max en 1, 1. Voilà, donc le minimum, il vaut moins 1 plus log de 2, le max, il vaut 1 plus log de 2, etc. Et après, vous pouvez, alors il y a de la symétrie, hein, la fonction par rapport à x, elle est paire. Donc quand vous allez remplacer x par moins 1, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que sur cette partie-là de la frontière, il se passera exactement la même chose. Ensuite, il faut regarder ce qui se passe ici. Donc là, pour ici, vous êtes, c'est y qui est fixé égal à 1, et il n'y a que x qui varie, donc c'est facile à voir. Je vais vous le faire rapidement. Donc ici, on est sur le bord y qui vaut 1. Donc là, vous avez une fonction qu'on pourrait appeler h de x, hein, qui vaut f de x1. Et là, ça vaut tout simplement x4 plus log de 2. Quoi. Bon, bah, x4 plus log de 2, vous voyez bien que c'est une fonction qui est croissante si x est positif, etc. Mais en fait, vous pouvez la dessiner, cette fonction-là. Hein. Elle varie comme ça, quoi, hein, entre moins 1 et 1. Donc, elle fait ça. Là, on a 1 plus log de 2, 1 plus log de 2, etc. Et puis là, on a log de 2. Donc, vous voyez bien, et donc on a le max. Quoi. On retrouve, donc quand vous êtes ici, quand vous baladez ici, vous retrouvez le max qui est là. Et puis là, vous avez un petit peu, bon, en fait, on s'en fiche, ce n'est pas un minimum, celui-là. Le minimum, on a dit qu'ils étaient atteints là. Donc là, il y a les deux min et là, il y a les deux max. Voilà. Bien, donc tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'à l'intérieur, on cherche les points critiques, donc on calcule les dérivées partielles, on regarde où est-ce qu'elles s'annulent et après on regarde la nature des points en bidouillant. Et sur la frontière, alors ici la frontière c'est un carré, donc c'est assez simple, on est souvent amené à étudier une fonction d'une seule variable. Du coup, l'exercice est simple. Et après, il faut toujours avoir un peu de bon sens, etc. Et surtout, ne pas oublier ce fameux théorème, toute fonction continue sur un fermé borné est bornée et atteint ses bornes. Et donc là, c'est confirmé. Et l'étude qu'on a fait à l'intérieur, ça permettait de dire que les bornes, elles n'étaient pas atteintes à l'intérieur. Donc elles étaient forcément atteintes à la frontière. Ce qu'on a confirmé par la suite.